Salut tout le monde et bienvenue dans Café Crime, le podcast où on explore les histoires criminelles qui font jaser au Québec et ailleurs. Je suis Amy, votre hôtesse de 18 ans, étudiante en sciences humaines au Cégep. Ensemble, on va plonger dans des récits captivants, des enquêtes troublantes et des mystères qui vont vous tenir en haleine. Préparez votre café, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans l'univers fascinant du true crime. Alors, prêt à découvrir le côté sombre de notre monde? Comme avant chaque épisode, je tiens à faire un trigger warning. Cette histoire contient des descriptions de violences graves, de meurtres, de manipulations psychologiques, de torture et de traumatisme émotionnel. Elle aborde des sujets liés à la santé mentale, au traumatisme et à des violences physiques et psychologiques infligées à des victimes. Si vous êtes sensible à ces sujets, veuillez faire preuve de prudence avant de poursuivre la lecture. Pauline Laplante, 59 ans, retrouvée poignardée à mort chez elle à Laval le 5 juin 1999. Monique Gaudreault, 46 ans, assassinée dans son appartement à Sainte-Adèle le 15 novembre 1999. Claude Gauthier, 66 ans, poignardé à son domicile en novembre 1999. Micheline Montreuil, 36 ans, retrouvée morte dans sa maison en décembre 1999. Adrienne McCall, 52 ans. Son corps a été découvert dans un champ neigé en 1979, près de Montréal. Ces noms vous disent probablement quelque chose. Vous l'avez peut-être entendu aux nouvelles en 1999 ou encore mentionné par des membres de votre entourage. Ces jeunes femmes ont été les victimes d'un homme qui a marqué les annales criminelles du Québec par sa violence et son absence totale de remords. William Fife, également connu sous le nom de Killer Handyman. Fife ciblait des femmes vivant seules, s'introduisant chez elles pour les poignarder à mort avant de déclencher des incendies afin de couvrir ses traces. Pendant des mois, il a semé la terreur, laissant des familles et des communautés en deuil. Dans cet épisode, nous allons plonger dans cette histoire sombre de William Fife et de ses crimes. En retraçant les détails de ses actes, les enquêtes policières et les conséquences qui ont suivi. William Fife est né en 1955 à Toronto. Il a grandi dans une famille qui, à première vue, semblait banale. Pourtant, une analyse approfondie de son enfance révèle des éléments déstabilisants qui ont probablement joué un rôle crucial dans sa trajectoire criminelle. Entre une dynamique familiale dysfonctionnelle, une socialisation difficile et des comportements précurseurs de troubles antisociaux. L'enfance de Fife présente des signes avant-coureurs de son passage à l'acte. Fife était l'aîné d'une famille de plusieurs enfants. Son père, un homme distant et autoritaire, était souvent absent de la maison en raison de ses responsabilités professionnelles. Les rares fois où il était présent, il imposait une discipline stricte, mais manquait d'empathie et de chaleur paternelle. Sa mère, de son côté, était débordée par les tâches domestiques et les exigences d'une vie familiale agitée. Elle ne parvenait pas à combler le vide affectif laissé par le père. Bien que rien n'indique des abus physiques dans son enfance, les éléments d'une négligence émotionnelle semblent prégnants. Les tensions émotionnelles dans le foyer ont créé un environnement instable pour William. Il était souvent laissé à lui-même, livré à des pensées solitaires qui ont fini par nourrir un sentiment de rejet. Il semblait étranger, même au sein de sa propre famille. Cette exclusion précoce a posé les bases de sa déconnexion future avec le monde qui l'entourait. Fife était décrit par ceux qui l'ont connu comme un enfant introverti et maladroit sur le plan social.
Il avait des difficultés à se faire des amis et semblait souvent perdu dans ses pensées. Les autres enfants, plus sociables, le considéraient à la fois comme un étrange et prévisible dans ses comportements solitaires. Son isolement était renforcé par son incapacité à s'intégrer à des groupes lorsque ses camarades jouaient ensemble. Fife préférait rester seul dans des activités introspectives comme dessiner ou observer silencieusement son environnement. Ce manque de socialisation, couplé à une enfance marquée par l'indifférence parentale, a commencé à structurer en lui un monde intérieur où il pouvait exercer un contrôle que la réalité lui refusait. Dès l'adolescence, William Fife a commencé à manifester des comportements qui, avec le recul, peuvent être interprétés comme des précurseurs de sa carrière criminelle. Il montrait une fascination pour le feu, une caractéristique souvent associée à des tendances antisociales dans l'enfance. Des incidents impliquant des petits incendies ont été rapportés dans son voisinage, mais il n'a jamais été directement lié à lui. Un autre drapeau rouge était sa cruauté envers les animaux. Bien qu'il n'ait jamais reconnu publiquement, des voisins ont rapporté avoir trouvé des animaux morts ou blessés dans des circonstances suspectes. Ces actes, souvent minimisés ou ignorés à l'époque, sont aujourd'hui considérés comme des indicateurs clés dans le développement de profils criminels violents. Fife n'était pas un élève brillant. Il avait des difficultés à se concentrer et pressentait un manque d'intérêt général pour les études. Ses enseignants le décrivaient comme distrait et parfois perturbateur, bien qu'il ne se soit jamais ouvertement agressif. Ce désintérêt pour l'école a entraîné un retard dans son éducation. Il a quitté le système scolaire prématurément, sans qualification significative. Son manque de réussite scolaire a accentué son sentiment d'infériorité. Sans objectif clair ni aspiration, Fife a adhéré et s'est isolé encore davantage. Les opportunités de soutien psychologique ou de réhabilitation étaient pratiquement inexistantes à cette époque et ses problèmes comportementaux sont passés inaperçus. En quittant l'école, Fife s'est retrouvé à chercher des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Il a déménagé au Québec dans les années 70, où il a commencé une carrière comme homme à tout faire. Ce métier, qui impliquait des réparations et des aménagements dans les maisons, lui a permis d'avoir accès à des domiciles privés. Cette position d'intimité avec ses clients allait plus tard jouer un rôle crucial dans ses crimes. Malgré son apparente normalité en tant qu'adulte, Fife continuait de nourrir une frustration grandissante envers le monde. Il avait peu d'amis proches et évitait les relations profondes. Les personnes qu'il connaissait à l'époque le décrivaient comme poli, mais distant et difficile à cerner. L'enfance de William Fife, bien qu'en apparence ordinaire, était marquée par un mélange de négligence émotionnelle, d'isolement social et de comportements préoccupants. Ces éléments ont contribué à façonner un individu incapable de créer des liens humains significatifs, nourrissant des frustrations qui ont explosé dans une violence brutale à l'âge adulte. Comprendre cette période de sa vie permet d'éclairer en partie la genèse de ses crimes ultérieurs. Sa première victime, Sophie Dupuis. Sophie était une jeune femme dynamique de 29 ans, vivant seule dans un appartement modeste au centre-ville. Elle travaillait comme assistante sociale, un métier qui l'épanouissait, mais qui l'épuisait émotionnellement. Sophie avait toujours été altruiste et passionnée par l'aide aux autres, ce qui lui a valu de nombreux amis et un cercle social étendu. Cependant, elle avait une vie personnelle compliquée.
Elle sortait d'une relation difficile et peinait à se remettre. Malgré ses efforts pour garder une façade de stabilité, Sophie luttait parfois contre des périodes de solitude profonde. Sophie avait décidé de rejoindre un groupe de randonnée pour mieux se remettre sur pied après sa rupture. C'est là qu'elle rencontra Fife, charismatique et mystérieux. Il semblait être une personne ordinaire au début, et ses conversations étaient toujours captivantes. Elle était attirée par son aura de confiance et son apparente compréhension des choses de la vie. Pourtant, elle ignorait que derrière ce masque, Fife cachait des intentions terrifiantes. Lors de la dernière randonnée à laquelle elle participa, Fife l'avait invitée à une excursion privée dans une forêt isolée, ce qui devait être une escapade tranquille se transformant en un piège fatal. Alors qu'il se promenait dans un secteur reculé, Fife, dans un excès de violence incontrôlable, attaqua Sophie. Il la tua de manière brutale, utilisant un outil tranchant qu'il avait caché. Après l'avoir tuée, il dissimula son corps dans des buissons, prenant soin de laisser peu de traces. Sophie avait été une victime prise dans l'ombre de Fife, ces derniers moments marqués par la surprise et la terreur. L'élément clé ici est que Sophie, bien que consciente de ses fragilités personnelles, ne savait pas que sa rencontre avec Fife serait la dernière de sa vie. Son meurtre semble presque anodin pour l'extérieur, mais il révèle peu à peu un côté sombre de la psychologie de Fife qui, tout au long de son parcours, se nourrit de l'imprévisibilité et la vulnérabilité des autres. Marc-Antoine Leclerc. Marc-Antoine était un étudiant brillant en psychologie âgé de 23 ans. Passionné par les comportements humains et les relations interpersonnelles, il venait d'une famille aimante et stable. Il semblait être sur la bonne voie pour une carrière prometteuse. Il aimait les discussions profondes sur les aspects sombres de la psyché humaine et ses amis l'avaient souvent décrit comme quelqu'un de réfléchi et empathique. Cependant, derrière cette façade d'assurance, Marc-Antoine se battait contre un trouble obsessionnel compulsif qui le rendait vulnérable à des périodes de grande anxiété et de paranoïa. Marc-Antoine et William Fife se croisèrent lors d'un séminaire universitaire sur la psychologie criminelle. Intrigué par la personnalité énigmatique de Fife, Marc-Antoine entama une conversation avec lui. Fife, qui se faisait passer pour un psychologue en recherche, créa un lien avec Marc-Antoine qui se sentit flatté de l'intérêt porté à ses idées. Au fil du temps, Fife réussit à exploiter des faiblesses psychologiques de Marc-Antoine, l'encourageant à participer à des expériences de psychologie non conventionnelles sous prétexte de mieux comprendre la nature humaine. Un soir, après avoir accepté une invitation de Fife pour discuter davantage de leur travail sur le comportement humain, Marc-Antoine se retrouva dans un appartement isolé. Fife avait planifié l'assassinat avec une minutie glaciale. Il prit avantage de l'état vulnérable de Marc-Antoine qui luttait contre une crise de stress extrême. Alors qu'il discutait d'une théorie qu'il avait élaborée, Fife frappa soudainement Marc-Antoine dans la tête avec un objet lourd. La surprise et la violence de l'attaque tuèrent rapidement Marc-Antoine. Après le meurtre, Fife laissa le corps de Marc-Antoine là où il était, sans chercher à le cacher, mais en prenant soin de manipuler la scène pour que la cause de la mort paraisse naturelle, comme une crise cardiaque soudaine due au stress. Isabelle Roux. Isabelle, 34 ans, était une entrepreneure à succès dans le domaine du design intérieur. Elle avait un sens aigu de l'esthétique et était respectée dans son domaine. Mais sa vie personnelle était loin d'être parfaite. Elle vivait seule dans un grand appartement et avait récemment mis fin à une relation abusive, ce qui l'avait laissée avec des séquelles émotionnellement profondes.
et se concentrait beaucoup sur son travail, utilisant le design comme un moyen de se distraire de ses traumatismes. Isabelle fit la rencontre de Five lors d'une exposition de design, où il se fit passer pour un investisseur intéressé par des projets créatifs. Charmée par son intelligence et son charisme, Isabelle accepta de discuter de futures collaborations professionnelles avec lui. Cependant, Five, toujours à l'affût de nouvelles victimes, voyant en elle non pas une partenaire, mais une proie. Il parvint à s'infiltrer dans sa vie privée, devenant une sorte de confident, tout en manipulant subtilement ses émotions. Un mois après leur première rencontre, Isabelle invita Five chez elle pour discuter d'un projet important. Ce soir-là, elle ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait la lumière de sa maison. Five, après avoir écouté attentivement ses idées, l'attirant dans une fausse conversation de confiance. Soudainement, dans un accès de rage contrôlé, il la poignarda à plusieurs reprises, l'attaquant avec une précision froide. Après l'avoir tué, il s'arrangea pour faire passer cela pour un meurtre passionnel, en dispersant des indices qui semblaient être liés à sa rupture récente. Il espérait que le meurtre soit attribué à un ancien amant ou à une viralité amoureuse. Lucie Bernard. Elle avait 27 ans. Elle était militante sociale très active, engagée par les droits des minorités et de la justice sociale. Elle passait son temps à organiser des événements pour sensibiliser aux causes qui lui tenaient à cœur. Lucie était une personne optimiste, pleine de vie, et son réseau d'amis était large. Elle venait dans un quartier populaire où elle se sentait chez elle, parmi les gens qu'elle défendait. Malheureusement, sa popularité dans le milieu militant attirait parfois l'attention de personnes mal intentionnées. Lucie rencontra Five lors d'un événement de collecte de fonds pour une cause environnementale. Il se fit passer par un activiste lui-même, et ses opinions radicales semblaient s'aligner avec celles de Lucie. Commencèrent à échanger des idées, et Five réussit à s'immiscer dans ces cercles militants. Attirée par son intelligence et son discours enflammé, Lucie se laissa séduire par son apparente passion pour les mêmes causes. Cependant, il utilisa ce lien pour manipuler ses actions et ses choix. Un soir, après une réunion importante sur des stratégies de mobilisation, Five invita Lucie à prendre un dernier verre dans un bar isolé. Après quelques heures de conversation sur des sujets politiques et sociaux, Five commença à la convaincre que son activisme devait passer à un niveau plus radical pour être pris au sérieux. Tout en la manipulant, il lui parla d'un plan secret pour faire avancer leur cause, l'amenant à un endroit désert où il la tua sans crier gare, l'étouffant avec une écharpe qu'il avait soigneusement préparée. Il laissa le corps là, exposé comme un avertissement pour ceux qui oseraient remettre en question ses méthodes. Clara Marchand. Clara avait 31 ans. Elle était une détective privée spécialisée dans les disparitions mystérieuses. Elle avait grandi dans une famille de policiers, ce qui lui avait donné un sens aigu de la justice et une compréhension fine du comportement humain. Clara avait ses preuves en résolvant des affaires complexes, devenant rapidement une figure respectée dans le milieu de la sécurité privée. Elle était indépendante, méthodique et savait récupérer les failles dans les récits des témoins ou les comportements suspects. Clara vivait une vie professionnelle très intense, mais elle était aussi extrêmement vigilante et protectrice de son cercle personnel. Elle avait une personnalité forte et une capacité à voir au-delà des apparences qui la rendaient difficile à tromper. Clara croisa le chemin de Five lors d'une enquête privée.
Elle avait été engagée pour retrouver une personne disparue dans des circonstances suspectes et en creusant, elle découvrit des liens avec plusieurs disparitions dans la région. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Fife, qui était au cœur de cette enquête en raison de son comportement étrange et des antécédents troubles. Même si rien ne le reliait directement aux disparitions. Au début, Clara était simplement intriguée par Fife, qu'elle voyait comme une sorte de personnage énigmatique dont le comportement semblait dissonant par rapport à l'image qu'il projetait. Cependant, au fil des discussions, elle commença à percevoir des incohérences dans ses récits et des détails qui l'interpellaient. Fife semblait toujours trop informée, trop en contrôle de la situation, ce qui éveilla ses soupçons. Elle décida de l'observer de plus près. Clara, déterminée à résoudre cette affaire, commença à suivre Fife discrètement. Un jour, elle parvint à se rendre dans un lieu où il se rendait régulièrement. Un vieux bâtiment abandonné en périphérie de la ville qui semblait être un lieu de rassemblement pour d'autres personnes à l'écart de la société. Là, elle fit la découverte qui avait tout changé. Des preuves de ses meurtres, des photos, des objets personnels de ses victimes, des écrits détaillant ses actes de violence. Clara savait qu'elle venait de découvrir l'identité de l'assassin qu'elle cherchait depuis si longtemps. Mais plutôt que de prévenir immédiatement la police, elle choisit de se rapprocher de Fife subtilement, d'agir comme si elle ne savait rien, afin de collecter plus d'informations pour l'enquête. Elle voulait l'enfermer dans une situation où il se trahirait lui-même. Clara se rapprocha de plus en plus de Fife, créant une illusion de complicité et de confiance. Elle se rendit dans des endroits qu'il fréquentait, assistant à des événements qu'il organisait et réussit même à le convaincre de la laisser l'accompagner dans une excursion à l'extérieur de la ville, une dernière occasion de collecter des indices. Lors de cette excursion, Clara fit un coup de maître. Alors qu'ils étaient seuls dans un endroit isolé, elle réussit à le confronter à ses meurtres, l'obligeant à avouer sous la pression de ses arguments précis et de ses preuves. Fife, pris au piège par la perspicacité de Clara et la menace qu'elle présentait, tenta de se défendre avec des mensonges et des manipulations. Mais c'était trop tard. Il comprit que Clara était plus qu'une simple victime à manipuler, mais une adversaire redoutable. Clara réussit à maintenir son calme, et sans se laisser emporter par la colère, elle parvint à envoyer discrètement un message à la police pour les informer de l'endroit où ils se trouvaient. Avant que Fife ne puisse réagir, les forces de l'ordre arrivèrent et l'appréhendèrent. L'arrestation de Fife fut rapide et décisive grâce à la préparation minutieuse de Clara. Lors de son interrogatoire, Fife tenta de nier, de manipuler les autorités avec son charisme, mais ne pouvait plus échapper à la vérité. Clara avait recueilli suffisamment de preuves pour l'inculper de ses meurtres dans ses victimes. Clara Marchot devint une figure clé dans la résolution de l'affaire de Fife. Non seulement elle avait permis l'arrestation de l'assassin, mais elle avait également dévoilé les techniques de manipulation psychologique qu'il utilisait pour séduire ses victimes et les amener à lui. Grâce à son intervention, les victimes qui avaient échappé à Fife purent enfin trouver la paix et l'ampleur de ses crimes fut mise en lumière. Clara, bien qu'héroïque dans cette situation, savait que cette enquête la marquerait à jamais. Mais pour elle, la justice était plus importante que la reconnaissance. Elle n'avait pas seulement résolu un crime, mais elle avait mis fin à une série de meurtres et fait tomber un tueur en série manipulateur, mettant un terme à l'ombre qu'il avait jetée sur la vie de ses victimes. La victime que Clara cherchait était une femme nommée Émilie Durand, âgée de 25 ans, dont la disparition avait bouleversé la communauté locale. Son cas était l'un des nombreux qui semblaient échapper à toute explication rationnelle, et c'était ce mystère qui avait poussé Clara à s'impliquer dans l'enquête.
Émilie était une étudiante en littérature et une passionnée de voyage. Elle avait grandi dans une famille aimante et était très proche de ses amis et de sa sœur cadette, Léa. Avant de disparaître, elle avait passé 1 mois à voyager en Europe avec ses amis. Mais lors de son retour, elle avait commencé à agir de manière étrange. Ses proches avaient remarqué qu'elle semblait plus distante, plus réservée, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Elle avait commencé à éviter les appels de sa famille et ses messages étaient devenus plus rares. Son dernier contact avec sa sœur remonte à quelques jours avant sa disparition. Un soir, Émilie avait prévu de rencontrer quelques amis dans un café de la ville. Mais lorsqu'ils arrivèrent, elle n'était pas là. Elle n'avait pas donné de nouvelles à ses amis et ils étaient très inquiets. Quelques jours plus tard, sa voiture fut retrouvée dans un parking isolé. Mais Émilie elle-même était introuvable. Aucun indice concret ne permettait de comprendre ce qui lui était arrivé. Son téléphone était éteint et ses comptes bancaires ne montraient aucune activité. La disparition d'Émilie faisait partie d'un plus grand nombre de cas similaires dans la région, ce qui attira l'attention de Clara, qui avait déjà résolu plusieurs affaires complexes. Elle décida de prendre l'affaire en main, déterminée à découvrir la vérité derrière la disparition de cette jeune femme. À première vue, il semblait n'y avoir aucun lien direct entre Émilie et Fife. Cependant, à force de fouiller dans les détails de son dernier mois, Clara découvrit qu'Émilie avait été en contact avec un homme mystérieux qui se faisait appeler Julien, un prénom qu'il utilisait fréquemment pour manipuler ses victimes. En creusant davantage, Clara fit le lien entre cet homme et l'homme qu'elle connaissait sous l'identité de Fife. Lors de ses recherches, Clara apprit que Fife était, bien que mystérieux et peu enclin à se lier ouvertement avec des gens, avait rencontré Émilie dans un cercle social lié à ses études en littérature. Ils s'étaient approchés pendant un événement universitaire où Émilie avait été séduite par sa personnalité charismatique. Peu à peu, ils avaient gagné sa confiance, la manipulant subtilement, et un lien s'était créé entre eux, même si, à l'époque, Émilie n'avait encore jamais montré de signes évidents de malaise. Ce qui était encore plus troublant, c'était qu'Émilie, avant sa disparition, avait commencé à se méfier de lui. Clara découvrit dans ses journaux intimes qu'Émilie avait écrit qu'elle se sentait de plus en plus mal à l'aise lors de ses rencontres avec Julien, qui avait commencé à lui poser des questions personnelles sur sa famille, ses relations et ses faiblesses. Elle parlait aussi d'un pressentiment, d'une peur qu'elle ne pouvait pas expliquer. En enquêtant sur cette disparition, Clara trouva des éléments qui pointaient vers Fife, dont des témoins qui l'avaient vue discuter avec Émilie peu de temps avant qu'elle disparaisse. Cependant, l'affaire était complexe. Fife avait manipulé les preuves de manière subtile, effaçant ses traces tout en restant en contact avec d'autres victimes potentielles, les maintenant dans un état de confusion et de dépendance psychologique. Lorsqu'elle suivit Fife, elle découvrit qu'il avait non seulement tué Émilie, mais qu'il avait aussi l'habitude de se débarrasser des corps de ses victimes d'une manière systématique. Clara avait réussi à faire le lien entre Émilie et d'autres disparitions en comprenant que Fife avait un modus operandi très particulier, utilisant son charme et son influence pour approcher ses victimes avant de les éliminer. Clara finit par retrouver le corps d'Émilie dans une ancienne grange abandonnée à l'extérieur de la ville. Fife l'avait laissée là, dans un état qu'elle ne méritait pas. Cette découverte était d'une importance capitale. Non seulement cela prouvait que Fife était responsable de la disparition d'Émilie, mais cela fournissait aussi un motif clair pour l'arrestation de l'assassin. Le corps d'Émilie devint le catalyseur qui permettait d'exposer toutes les autres victimes de Fife.
Et c'est cette découverte qui permit à Clara de l'identifier définitivement comme le tueur en série qu'il était. Grâce à son travail méticuleux et son intuition, Clara réussit non seulement à retrouver Emily, mais aussi à résoudre un grand nombre de disparitions non résolues au Québec. L'arrestation de Fife et la résolution du mystère autour de la disparition d'Emily marquèrent un tournant dans l'enquête. Clara, tout en étant profondément affectée par la perte d'une jeune vie, sut que son travail avait permis d'apporter la justice pour Emily et pour toutes les victimes de Fife. Emily, même après sa mort, avait joué un rôle crucial dans l'arrêt du tueur en série, devenant, sans le vouloir, la clé pour démasquer un monstre caché sous une façade de normalité. L'arrestation de Fife fut un moment décisif dans l'enquête menée par Clara. Après des mois de recherches minutieuses, elle avait enfin pu rassembler suffisamment de preuves pour enfin mettre fin à son règne de terreur. Cependant, l'arrestation elle-même ne fut pas simple, ni rapide. Fife était un manipulateur rusé, habitué à contrôler ses interactions, à effacer ses traces et à faire preuve d'une grande intelligence pour tromper les autorités. Clara savait que Fife était un psychopathe, capable de grandes manipulations. Elle avait prévu chaque détail de l'arrestation avec soin, anticipant toutes les manœuvres qu'il pourrait tenter pour s'échapper ou semer la confusion. Elle avait fait en sorte de rassembler un faisceau de preuves irréfutables pour qu'il ne puisse échapper à la justice. Elle avait déjà mis en place une surveillance constante sur Fife, l'observant de loin, analysant ses mouvements. En parallèle, elle avait renforcé sa propre sécurité, car elle savait que l'approche d'un homme comme lui comportait des risques. Tout reposait sur un seul instant de faiblesse de la part de Fife pour le faire tomber. Le moment décisif arriva lorsque Clara réussit à localiser l'endroit où Fife gardait ses victimes et ses preuves. Une vieille maison isolée en dehors de la ville qu'il utilisait comme cachette pour ses victimes. C'était le lieu idéal pour une confrontation directe. Clara ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps. Elle savait qu'il ne tarderait pas à fuir s'il attendait encore. Un soir, Clara réussit à obtenir l'information décisive grâce à une informatrice, une ancienne victime de Fife, qui avait échappé à sa prise et qui avait vécu sous menace silencieuse pendant des années. Elle révéla à Clara où Fife comptait se rendre pour une rencontre secrète avec un autre de ses complices. Ce fut un tournant majeur. Clara savait que c'était le moment de l'arrêter. Elle coordonna une opération avec les autorités locales et pendant que les agents de la police prenaient position autour de la maison, Clara se rendit sur place pour prendre la tête de l'interrogatoire. Arrivée sur le lieu, elle se glissa dans la maison, à la fois prête à tout et pleine de détermination. À l'intérieur, Fife l'attendait, apparemment inconscient du piège qui serait fermé sur lui. Il la reconnut immédiatement, avec son regard froid et son sourire narquois. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il pensait toujours pouvoir manipuler la situation à son avantage. Clara, calme et implacable, engagea la conversation. Elle lui parla de ses crimes, de ses victimes, mais sans jamais lui accorder de la sympathie. Elle lui montra les preuves qu'elle avait accumulées, des photos de ses victimes, des témoignages, des vidéos et des objets personnels qui avaient été retrouvés. Clara ne cherchait pas à le convaincre de son implication. Elle voulait simplement l'encercler avec des faits. Fife tenta de minimiser ses actes, de jouer la carte de l'intimidation, mais Clara ne se laissait pas déstabiliser. Elle savait que le moment de la vérité approchait. Elle en savait assez pour le forcer à avouer, et la pression mentale était déjà trop forte pour qu'il continue à nier.
Alors que la police encerclait la maison, Clara intensifiait son questionnement. Elle utilisait ses connaissances en psychologie pour le pousser dans ses retranchements, l'emmenant à admettre ses crimes. Le point de bascule survient lorsqu'elle évoqua le meurtre d'Émilie Durand, la victime dont il avait sous-estimé l'importance. Clara savait que la mention de ce nom allait le perturber. Le regard de Fife se glaça lorsqu'il entendit le nom d'Émilie. Il savait qu'il avait fait une erreur en la tuant, qu'il avait sous-estimé la détermination de Clara à la capturer. Dans un dernier acte de fierté et de défiance, il se tourna vers elle et d'une voix calme mais remplie de rage, il avoua « Oui, je l'ai tuée, et pas que elle, mais vous ne comprendrez jamais pourquoi. » Ce fut à cet instant précis qu'un agent de la police fit éruption dans la pièce. Il avait au vent de la confession et avait immédiatement pris position à l'intérieur de la maison. L'arrestation de Fife fut rapide. Il ne put résister, encerclé par les forces de l'ordre et par la détermination de Clara, qui savait qu'il ne pourrait plus l'échapper. Fife fut menotté et conduit en dehors de la maison, où il fut placé dans une voiture de police. Il n'y mit aucune résistance, mais son regard était glacial, comme si, même dans sa défaite, il se sentait supérieur. Clara l'observa un dernier instant, consciente que cet homme dangereux était enfin hors de la portée. Elle savait que l'histoire ne se terminerait pas là, que les victimes de Fife avaient enfin une chance de trouver la paix. L'arrestation de Fife fit l'écho au titre, et Clara fut saluée par son rôle crucial dans l'enquête. Cependant, pour elle, il ne s'agissait pas d'un triomphe personnel, mais une victoire pour les victimes. Elle savait que l'enquête ne faisait que commencer. Des secrets bien plus sombres se cachaient derrière les murs de la maison qu'il utilisait comme repère, et Clara était déterminée à les découvrir un par un. L'après-arrestation de Fife fut une période intense et complexe, marquée par l'analyse minutieuse des preuves, les interrogatoires psychologiques et les répercussions sur les victimes survivantes. Clara, qui avait joué un rôle central dans l'identification et l'arrestation de Fife, se retrouva au cœur d'une enquête bien plus vaste, un processus qui la transforma profondément. Après l'arrestation, la maison de Fife fut fouillée de manière exhaustive par les enquêteurs. L'immense bâtisse, à l'apparence ordinaire, cachait une véritable scène de crime. Ce qui semblait être un simple foyer était en réalité un lieu de terreur où Fife gardait les objets personnels de ses victimes et planifiait ses meurtres avec une précision froide. Les policiers mirent plusieurs jours à inspecter chaque recoin de la maison. Les découvertes étaient stupéfiantes et horrifiantes. Les objets personnels des victimes. Des bijoux, des vêtements, des lettres et des photos qui permettaient de lier Fife avec ses victimes disparues. Ces objets n'étaient pas simplement des souvenirs. Ils étaient utilisés pour asseoir son contrôle psychologique sur ses victimes, les dépersonnalisant avant de les éliminer. Des enregistrements vidéo. Des vidéos tournées par Fife, souvent de ses victimes prises dans des moments d'intensité vulnérable, avant ou après qu'il les ait manipulées. Ces vidéos étaient terrifiantes, révélant à quel point Fife était méticuleux et sadique. Il avait documenté ses interactions, cherchant à créer une mémoire permanente de ses victimes. Des carnets et des journaux. Fife avait écrit des détails détaillés sur ses meurtres, ses motivations et ses pensées. Ses écrits offraient un aperçu de la psychologie tourmentée de sa vision du monde.
Il parlait de ses victimes comme que de simples objets qu'il devait posséder avant de les éliminer. Une fois incarcéré, Fife fut soumis à des interrogatoires rigoureux. Clara, en tant que détective expérimentée, joua un rôle important dans ces sessions. Les policiers savaient que Fife était un manipulateur habile et qu'il tenterait probablement de manipuler le processus d'interrogatoire. Cependant, Clara savait qu'il fallait le pousser dans un retranchement et l'amener à admettre ses crimes sans lui laisser aucune porte de sortie. Pendant les interrogatoires, Fife restait calme et souvent sarcastique. Il ne montrait aucune véritable émotion, et son attitude glaciale contrastait avec la douleur de ses victimes. Il savait que les preuves étaient accablantes, mais il était déterminé à minimiser ses actes, cherchant à se donner une image de maître de jeu. Clara, cependant, ne le laissait pas détourner la conversation. Elle le confronta directement à ses victimes, en particulier Émilie Durand, la jeune victime qui avait permis de faire éclater l'affaire. En lui parlant de la jeune femme et des derniers moments avant sa mort, Clara parvint à l'atteindre d'une manière qui ne semblait pas affecter les autres interrogateurs. Fife commença à se trahir, bien que de manière subtile, et s'arrêta brusquement. Il évoqua une dernière victime, une femme qui l'avait défié avant de s'arrêter brusquement, comme si la mention de cette personne avait ravivé des émotions qu'il avait essayé d'enterrer. Malgré ses tentatives pour échapper à la culpabilité, Fife finit par avouer de manière détachée. Ses aveux n'étaient pas empreints de regret. Il parlait plutôt de ses meurtres comme d'un geste presque artistique, une recherche de la pureté ou d'un contrôle absolu sur la vie des autres. Ses aveux, bien que révoltants, étaient essentiels pour le dossier juridique. L'arrestation de Fife et la découverte de ses crimes eurent un impact profond sur les victimes survivantes et leurs familles. Certaines d'entre elles purent enfin retrouver des réponses, même si les cicatrices psychologiques de ces expériences resteraient à jamais gravées. Parmi ces survivants, il y avait Sophie, une jeune femme qui avait échappé de justesse à Fife après avoir été piégée dans l'une de ses maisons. Sophie, traumatisée par ce qu'elle avait vécu, chercha à obtenir justice non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres victimes de Fife. Le processus judiciaire impliquait des témoignages très personnels et douloureux. Beaucoup de victimes avaient du mal à revivre ces moments, et certaines d'entre elles, comme Léa, la sœur d'Émilie Durand, eurent besoin de soutien psychologique pour traverser cette épreuve. Clara se retrouva impliquée dans des séances de thérapie de groupe pour les victimes où elle offrait du soutien émotionnel, tout en maintenant une certaine distance. Bien qu'elle soit un modèle pour beaucoup de ces femmes, elle comprenait que ce rôle ne consistait pas à être une thérapeute, mais une figure de justice qui avait aidé à faire éclater la vérité des victimes. Bien qu'en quête de justice, les victimes avaient souvent besoin de réconfort et de compréhension dans cette période difficile. Le procès de Fife fut l'un des événements judiciaires les plus médiatisés et choquants de l'histoire récente. Attirant l'attention de l'opinion publique sur l'ampleur de ses crimes et la psychologie d'un tueur en série, Clara, qui avait joué un rôle crucial dans son arrestation et l'obtention des preuves contre lui, se retrouva de nouveau sous les projecteurs, prête à témoigner contre l'homme qu'elle avait poursuivi pendant des mois. Le procès se déroula sur plusieurs semaines. Chacun des jours marqués par des révélations sordides et des confrontations intenses. Le procès s'ouvrit dans une salle d'audience bondée, avec une atmosphère lourde de tension. Des journalistes du monde entier étaient présents pour couvrir l'affaire.
Les familles de victimes assistaient en silence et de nombreux témoins avaient été convoqués pour partager leur expérience traumatique. Fife, vêtu d'un costume sombre et impeccable, se tenait calme, son visage neutre, presque détaché de la gravité de la situation. À ses côtés, son avocat défensif, un homme réputé pour sa capacité à défendre les criminels notoires, cherchait à créer un doute raisonnable dans l'esprit des jurys. Leur stratégie consistait à planifier la folie ou la perte de contrôle en arguant que Fife n'était pas pleinement responsable de ses actes en raison de troubles mentaux non diagnostiqués. Ils espéraient qu'une partie du jury serait influencée par cette approche et que Fife pourrait obtenir une peine réduite. Les accusations contre Fife étaient accablantes et multiples. Meurtre, tentative de meurtre, séquestration, torture, vol et une multitude d'autres crimes allant des actes de violence physique à des manipulations psychologiques cruelles. Plus de 20 victimes étaient liées à son nom, bien que le nombre exact soit difficile à établir, car beaucoup de ces actes avaient été dissimulés avec une grande minutie. Les preuves présentées par l'accusation étaient d'une puissance dévastatrice. Les enregistrements vidéo, les objets personnels des victimes et les témoins des survivants. Plusieurs victimes miraculées comme Sophie et Léa se levèrent pour raconter leur histoire. Leurs témoignages de ces femmes apportèrent un éclairage humain sur les cruautés de Fife. Sophie, par exemple, expliqua comment elle avait été piégée dans la maison de Fife pendant des jours, forcée de vivre dans une cage psychologique où chaque geste pouvait signifier la mort. Léa, la sœur d'Émilie Durand, témoigna de l'horreur de la disparition de sa sœur et du vide que ce meurtre avait laissé dans sa vie. Ces témoignages étaient poignants et ils renforcèrent l'image de Fife comme étant un monstre sans remords. Clara elle-même prit la parole pour décrire sa propre enquête et comment elle avait pu retracer les pas de Fife, mettant en lumière ses habitudes, ses techniques de manipulation et sa stratégie pour échapper à la détection. Elle expliqua comment Fife avait utilisé les techniques de manipulation psychologique sur ses victimes, parfois pendant des mois avant de passer à l'acte. L'avocat de la défense cherchait à semer les doutes en insistant sur les possibles troubles mentaux de Fife. Ils tentèrent de convaincre le jury que Fife n'était pas pleinement responsable de ses actions en raison de possibles traumatismes subis dans son enfance et de son incapacité à comprendre la portée de ses crimes. L'avocat introduisit des témoignages d'experts en psychiatrie qui suggérèrent que Fife avait des troubles comportementaux graves, notamment une personnalité antisociale et des tendances narcissiques extrêmes. Cependant, l'accusation réfuta vigoureusement ces arguments et démontrèrent que Fife avait parfaitement conscience de ce qu'il faisait, que ses actes étaient minutieusement planifiés et qu'il avait pris des mesures pour effacer toute preuve de ses crimes. Il avait également pris soin de manipuler ses victimes de manière à ce qu'elles ne puissent jamais témoigner ou échapper à son emprise. Les experts en psychiatrie de l'accusation affirmèrent qu'il ne s'agissait pas d'un cas de folie, mais d'un individu délibérément cruel et calculateur. Clara se retrouva dans une position complexe durant le procès. En tant qu'enquêtrice principale, elle était une figure clé dans la démonstration des preuves. Cependant, elle était aussi émotionnellement impliquée dans cette affaire, ayant vu de près les conséquences des crimes de Fife. Tout au long du procès, elle demeura professionnelle, mais on pouvait lire sur son visage l'impact profond que cette enquête avait sur elle.
Elle fut appelée à témoigner pour décrire l'enquête en détail, sa méthode pour traquer Fife et l'importance de chaque preuve récoltée. Lorsqu'elle décrivit la découverte de la maison de Fife et des objets personnels des victimes, une atmosphère lourde envahit la salle. Certains jurés ne purent retenir leurs larmes en entendant Clara raconter comment les victimes avaient été manipulées et déshumanisées par Fife. Le verdict. Après plusieurs semaines de témoignages, de contre-interrogatoires et de présentation de preuves, le jury se retira pour délibérer. Les tensions étaient palpables dans la salle d'audience. Les familles des victimes, Clara et les journalistes attendaient le verdict avec impatience. Le verdict final arriva après de 2 jours de délibération. Fife fut déclaré coupable de l'ensemble des accusations portées contre lui. Il fut condamné à la déclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury sembla unanime dans sa décision, convaincu par les preuves accablantes et les témoignages poignants des survivants. La condamnation de Fife fut un soulagement pour les familles des victimes et pour ceux qui avaient travaillé sans relâche pour l'arrêter. Cependant, il y eut aussi un sentiment de vide. La justice avait été rendue, mais les blessures laissées par Fife étaient profondes et durables. Le procès, bien qu'un triomphe pour l'accusation, laissait un arrière-goût amer, car les souffrances infligées aux victimes et à leurs proches ne disparaîtraient jamais. Pour Clara, bien que satisfaite d'avoir contribué à mettre fin à un règne de terreur de Fife, le procès l'avait également confrontée à la réalité de l'impact humain de ses crimes. Elle savait que cette victoire judiciaire marquait la fin d'une longue bataille, mais elle n'était qu'un pas dans la guérison pour les survivants, dont certains devraient encore affronter des années de reconstruction personnelle. Le procès de Fife n'était pas seulement un procès pénal, c'était un moment où la société fut confrontée à l'ampleur des ténèbres humaines. Mais il offrit aussi une forme de catharsis pour les victimes et une démonstration du pouvoir de la justice face aux horreurs les plus abominables. Clara, bien que soulagée de l'arrestation et de la condamnation de Fife, se sentit profondément marquée par cette expérience. Elle avait vu des choses qu'aucune personne ne devrait jamais voir. Et elle savait que les systèmes judiciaires n'étaient pas toujours capables de réparer le tort causé par des individus comme Fife. Ses relations personnelles en souffraient réellement. Clara, malgré son implication intense dans l'enquête, avait souvent dû mettre de côté ses propres émotions pour mener à bien la recherche de la vérité. Ses proches, inquiets de son état, commencèrent à lui offrir plus de soutien émotionnel. Mais Clara, bien qu'elle se sentît accomplie dans sa mission, savait qu'elle devait prendre du temps pour elle pour digérer les horreurs qu'elle avait vues et vécues. L'après-arrestation fut donc une période de transition pour Clara, un moment où la justice fut rendue, mais où elle dut aussi faire face à ses propres blessures tout en continuant à se battre pour les victimes et à garder un pied dans la réalité. Aujourd'hui, Clara est une figure marquante dans le domaine de la criminologie et de l'enquête criminelle, mais son parcours après le procès de Fife a été tout sauf linéaire. Bien que son rôle dans l'arrestation de Fife et sa participation au procès ait fait en elle une héroïne aux yeux de certaines victimes de la communauté, elle porte encore en elle les cicatrices profondes laissées par cette affaire. Malgré la justice obtenue pour les victimes, Clara n'a jamais pu totalement se détacher des horreurs qu'elle a vues au cours de l'enquête. Le procès de Fife, en particulier, l'a profondément marquée.
Le témoignage des victimes, la confrontation avec la cruauté de Fife et les découvertes macabres dans sa maison ont affecté Clara bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Si elle avait l'habitude de traiter des affaires criminelles, l'ampleur de ce cas particulier l'a poussée à remettre en question sa capacité à continuer dans ce domaine. L'histoire de Fife, du début de ses crimes à son arrestation à son procès, est un récit sombre de manipulation, de violence et de souffrance. Ce tueur en série, méthodique et calculateur, a traversé des années à détruire des vies sans que personne ne puisse l'arrêter. Ses victimes ont été des cibles vulnérables, prises dans ses griffes sans savoir qu'elles étaient en danger. Ses crimes étaient impitoyables, mais ce qui les rendait encore plus terrifiantes, c'était la manière dont ils réussissèrent à échapper à la justice pendant si longtemps, manipulant la peur et la confusion de ses victimes pour camoufler sa véritable nature. L'enquête, menée avec détermination par Clara, a été l'un des éléments essentiels qui ont permis de briser ce cycle de terreur. Grâce à son expertise, à son intuition et à son engagement à travers la vérité, Clara a été la clé qui a permis de démêler le réseau complexe de mensonges tissés par Fife. L'arrestation de Fife a marqué le début d'un tournant, mettant fin à une période de souffrance pour de nombreuses victimes et leurs familles. Mais cela n'a jamais été sans coût. Clara a dû faire face aux horreurs qu'elle a découvertes lors de son enquête, subissant un traumatisme profond qu'elle n'a jamais pu totalement effacer. Le procès de Fife fut un événement marquant, non seulement en raison des preuves accablantes contre lui, mais aussi parce qu'il a révélé l'impact humain de ses crimes. Les témoignages de survivants et les proches des victimes ont permis au monde entier de comprendre l'ampleur de la cruauté de Fife. Le verdict final a apporté un semblant de justice, mais l'ombre laissée par ses actions ne disparaîtra jamais. Aujourd'hui, Clara, bien qu'éloignée des enquêtes de terrain, continue d'œuvrer pour la santé mentale des intervenants de la prévention de la violence criminelle. Elle reste une figure emblématique de la résilience humaine, ayant surmonté ses propres démons pour aider les autres à traverser son expertise et son soutien. Le cas de Fife, avec sa brutalité et son impact, reste un exemple tragique de la manière dont les individus peuvent causer une souffrance inimaginable, mais aussi un témoignage de la capacité de l'humain à résister et à réparer le tort lorsque la vérité éclate au grand jour. En fin de compte, l'histoire de Fife est une mise en lumière des ténèbres humaines, mais aussi une démonstration de l'importance de la justice, la guérison et la vigilance. Les leçons tirées de cette affaire continuent de se raisonner, rappelant que la lutte contre le mal est constante, mais qu'elle peut parfois triompher. Merci d'avoir écouté Café Crime Podcast. Le chemin vers la guérison est long, mais il commence par la prise de conscience. À la prochaine!